auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de votre émission RTF sur les relations Taïwan-France. Dans son livre Taïwan, la présidente et la guerre, Arnaud Vollerin, journaliste à Libération, dessine les grandes lignes de la vie de Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise. Livre accessible et lecture importante à l'approche de l'élection présidentielle taïwanaise du 13 janvier prochain. L'auteur nous parle de ce livre et donc de ce qu'on peut apprendre sur la présidente Tsai Ing-wen. Arnaud Vollerin, bonjour, merci de répondre à ces questions pour Radio Taïwan International. On est assis à la terrasse d'un café parisien, mais pour parler de quelque chose qui concerne 10 000 km plus loin. On va parler de votre livre Taïwan, la présidente et la guerre, sorti aux éditions Novice. Un livre sur la présidente Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise. Je veux commencer par une question très simple. Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre sur cette personne ? En fait, ce livre est né d'une manière un peu étrange, si on peut dire. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, je me suis dit qu'il y avait un parallèle à faire. Enfin, pour moi, j'ai fait un parallèle très clair à faire avec Taïwan et les risques qu'une guerre se déclenche également dans le détroit de Formose entre la Chine continentale et Taïwan. Donc j'ai eu l'envie d'aller voir sur place comment ça se passait, ce que j'ai fait il y a à peu près il y a un an, c'est-à-dire à l'automne 2022. C'était après le voyage de Nancy Pelosi sur l'île. Et je voulais voir comment les Taïwanais se préparaient, comment ils réagissaient à ce conflit qui avait lieu en Ukraine. Donc ça c'est le premier volet, enfin le premier souci que j'avais, la première envie que j'avais pour faire ce livre. Et puis ensuite il y a eu bien évidemment l'envie de m'intéresser à ce personnage curieux qui est la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Personnage curieux parce que atypique dans le paysage politique taïwanais. Une femme bien sûr, célibataire, sans enfant, dans un milieu qui a longtemps été, qui l'est encore un peu machiste. Et je voulais voir effectivement ce qu'elle avait fait pendant 8 ans. Ce bilan, qui est un bilan je trouve assez intéressant, personnalité atypique. Et voilà, c'était un peu l'objectif que j'avais en faisant ce livre. Les élections approchent, du coup c'est intéressant en plus de parler de la présidente. Mais moi ce qui me fascine, et à la lecture de ce livre j'ai encore plein de questions, parce qu'en fait finalement Tsai Ing-wen on la connaît. Tout le monde sait plus ou moins qu'elle est la présidente de Taïwan quand on s'intéresse à cette partie du monde, au moins j'espère. Mais finalement on la connaît peu, on sait assez peu de choses sur elle. Comment on écrit sur un personnage un peu mystérieux comme celui-ci ? Oui, vous avez raison, c'est vrai qu'on pense la connaître, et on la connaît finalement assez peu. Et j'ai presque envie de dire que même à l'issue de ce livre, et après avoir passé des mois sur ce personnage, même des années, puisque je la suis depuis 2016 quand elle est arrivée à la présidence, j'ai un peu l'impression de ne pas avoir fait le tour de ce personnage. Il y a encore non pas des zones d'ombre, mais des inconnus. C'est un personnage, je le disais, atypique. Et c'est d'autant plus compliqué que c'est un personnage qui se livre pas beaucoup. Elle a très peu parlé à la presse occidentale en tout cas, et même taïwanaise. C'est pas faute d'avoir essayé. Moi j'ai essayé depuis 2015, depuis la campagne de la présidentielle, de la rencontrer, de faire une interview avec elle. Et j'ai répété ces démarches à plusieurs reprises, ça s'est jamais concrétisé. Donc oui, c'est compliqué de parler d'elle, de la rencontrer, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'on va faire parler ses proches. Il y a des gens, beaucoup de proches qui parlent dans ce livre et qui racontent un peu effectivement la Tsai Ing-wen un peu pas secrète, parce qu'il y a une partie, ça aussi j'en parle dans le livre, de sa vie privée qui reste très, très verrouillée. Ses relations sentimentales notamment. Justement, qu'est-ce qu'on sait d'elle Dans ce livre, on apprend pas mal de choses sur son enfance, un peu, avant la politique, il y a une partie un peu de sa personnalité. Qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on sait facilement sur elle ? Ce qu'on sait sur son enfance notamment, c'est que d'une part, c'était quelqu'un qui n'avait pas prévu d'être présidente. Ça, c'est une évidence. Elle est devenue présidente un peu par accident et par hasard. Elle n'est pas issue d'une famille politique comme on en compte beaucoup en Asie. Voilà, une famille de la petite moyenne bourgeoisie industrielle, grosso modo, du business. Son père tenait un garagiste et après il a diversifié ses activités dans l'immobilier notamment. Et donc elle va être la petite dernière de cette famille-là, une famille un peu recomposée. Son père a eu plusieurs épouses et elle va faire une carrière universitaire très brillante, des études brillantes, jeune fille sérieuse, jeune fille rangée, avec une histoire d'amour qui va mal se finir quand elle est étudiante aux États-Unis,
puisque le garçon avec qui elle est va mourir lors d'un accident. J'en parle également dans le livre. Et je pense que c'est aussi, sans vouloir épiloguer et faire de la psychologie de comptoir, je pense que c'est aussi cet accident, cette rupture sentimentale qui permet de comprendre une des facettes de la personnalité un peu secrète et verrouillée de la présidente. Justement, elle est souvent décrite comme une personne très sérieuse. On la connaît pour son aspect d'être célibataire. On connaît aussi son amour pour ses animaux de compagnie, pour les choses un petit peu excentriques, on va dire, sur elle. Mais c'est très peu, finalement. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que, justement, vous disiez qu'elle n'était pas peut-être destinée à être présidente? Qu'est-ce qui explique qu'elle en est arrivée là? Elle en est arrivée là par hasard. Elle menait, après ses études brillantes, une carrière de bureaucrate, notamment pour les négociations commerciales auprès du GA, de l'OMC, d'une part. Après, elle a été recrutée par les administrations présidentielles au Conseil des affaires continentales, qui gère les relations entre les deux rives du détroit. Et quand il y a eu la crise des années Shenchuebian, des années 2000-2008, le parti a perdu des élections, il y a eu des affaires de corruption. Elle s'est retrouvée un peu toute seule, propulsée devant pour sauver le parti. Et elle a effectivement sauvé le parti démocrate, le DPP. Et elle a vraiment fait un travail de reconstruction, à la fois idéologique, mais également de manière très pragmatique, de retrouver des fonds, retrouver du financement pour que le parti conquiert le pouvoir. Et elle l'a fait d'une manière ce qu'elle fait très bien, très pragmatique, très bureaucratique, en suivant un agenda et en décidant qu'elle allait par elle-même, à sa manière, avec ses codes, reconstruire ce parti. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est quelqu'un qui est... il y a plein de gens de son entourage, même de ses proches, de ses amis, qui m'ont dit que c'était quelqu'un de parfois ennuyeux, une grande bosseuse. J'ai même quelqu'un qui m'a dit, une intellectuelle qui la connaît bien, qui m'a dit « Oh là là, mais elle est parfois très chiante dans ses discours, dans sa manière d'aborder les choses, etc. » Elle a un côté très, très terne, quoi. Et c'est ça qui aussi en fait un personnage un peu... qui n'a pas beaucoup de charisme a priori. Et au fil des années, on s'est rendu compte que c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais cette absence de charisme est devenue une forme de charisme en fait. Elle a incarné une manière d'être qui détonne, là encore, dans un paysage politique qui n'était pas du tout comme ça, quoi. Effectivement, c'est vrai que quand on pense à Tsai Ing-wen, on imagine bien sa coupe de cheveux, certaines tenues qu'elle met toujours les mêmes tenues. Elle a vraiment une image qui est facilement identifiable. Moi, j'avais même vu par exemple à Taïwan, à des périodes entre guillemets d'Halloween, des déguisements assez amusants d'enfants qui se déguisaient en Tsai Ing-wen, ce qui était très drôle. C'était pas pour se moquer, faire peur, c'était plutôt au contraire quelque chose d'assez positif. Mais alors justement on parle de ses proches avant de parler peut-être de ses mandats présidentiels qui sont quand même quelque chose d'important pour elle et pour Taïwan. Mais moi une question que je me demande elle est double en fait cette question. Est-ce que c'est facile à Taïwan de parler de la présidente? Et la deuxième question qui est sous-jacente, c'est est-ce que c'est facile d'en apprendre sur la présidente? Je dirais que c'est pas facile du tout, pour les deux questions. C'est vrai que c'est compliqué d'apprendre des choses sur elle de par son entourage. L'entourage peut raconter plein de choses sur la vie du parti, sur les actions menées, sur la politique, etc. Mais dès qu'on commence un peu à empiéter le côté personnel, le côté amical, le côté encore plus sentimental, on voit les portes se verrouiller. Et il faut vraiment insister auprès de ses proches pour qu'ils se livrent un petit peu, pour qu'ils donnent des bribes. Certains d'ailleurs demandent à ce que ne pas être cités, certains refusent même qu'on évoque vaguement un proche de Tsai Ing-wen, etc., de peur d'être connu. Donc ça c'est très compliqué d'avoir accès à ces informations-là. Et effectivement c'est difficile d'avoir accès à autre chose que l'histoire en quelque sorte officielle. Parce qu'il y a plein de choses vous avez raison, qui circulent sur Tsai Ing-wen. Il y a même à côté, je trouve, moi... kawaii, je le dis dans le livre, il y a une mise en scène de la présidente avec ses chiens, avec la manière par exemple, il y avait la manière dont elle a été mise en scène en quelque sorte, en train de faire sa cuisine, de préparer son petit déjeuner le matin, etc., qui est vraiment une sorte de storytelling de la présidente. Elle maîtrise très bien ça. Elle a même donné par exemple une interview à un youtubeur français très connu à Taïwan, quelque chose d'assez surprenant alors qu'elle refuse assez souvent les médias. Et ça c'est étonnant, effectivement. Il y a un côté comme ça d'être très libre dans cette communication-là
Et en revanche, dès qu'on aborde des questions politiques ou personnelles ou amicales, une communication qui est extrêmement verrouillée et contrainte. Donc on peut quand même tirer un bilan qu'elle a une communication très maîtrisée, et peut-être que ce mystère justement a contribué à enrichir un peu la personnalité de la... Je pense effectivement que l'équipe de communication autour d'elle a tout fait pour entretenir ce côté un peu animal curieux, animal politique curieux, personnalité atypique. Ça a été l'un des axes. Il y a eu un autre axe, puisque j'ai parlé j'en parle dans le livre d'ailleurs, j'ai longuement parlé avec une attachée de com qui a bossé au sein de l'équipe présidentielle et qui raconte effectivement comment ils ont fait pour essayer de la mettre en scène, notamment sur les réseaux sociaux, pour essayer de la rendre un peu plus sympathique. C'est une personnalité, on ne le dit pas assez, qui est quand même aussi une personnalité un peu timide. Elle n'était pas destinée à faire carrière politique, elle n'était pas destinée à prendre la parole en public. Donc elle a dû elle-même se faire violence, et la campagne et l'équipe de com a aussi dû la pousser un peu pour qu'elle s'affiche un peu plus, qu'elle fasse des meetings, qu'elle soit plus présente sur les réseaux sociaux, et pour la sortir en quelque sorte des murs dorés de la présidence. Donc il y a vraiment eu un effort de com là-dessus qui a été fait, et notamment au sortir du Covid. Le Covid a évidemment enfermé tout le monde, même si l'île de Taïwan n'a pas été confinée comme les pays en Europe, mais c'est vrai que Tsai Ing-wen, pendant le Covid, s'est un peu enfermé dans la présidence. Et tout le travail de l'équipe de com à partir des années 2021-2022 a été de la sortir finalement de la présidence pour en faire une personnalité proche des Taïwanais, capable de montrer des signes d'empathie, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement pendant le Covid il y avait le ministre de la Santé qui était vraiment lui au devant de la scène. Bon, après c'était des situations particulières. Alors maintenant justement parlons de la présidente, parce que c'est 2 mandats, Tsai Ing-wen, là le deuxième se termine, elle a été réélue, on va dire avec des circonstances, elle a été réélue haut la main pour son deuxième mandat. Mais voilà, quel bilan, comment on pourrait un peu, parce que dans le livre on en parle aussi, vous en parlez aussi de ces 2 mandats, comment vous abordez ces questions-là dans le livre? Peut-être qu'il faut insister sur une chose pour ces mandats, c'est c'est une femme qui a eu de la chance. Elle a eu de la chance dans le sens où quand elle est élue en 2016, la campagne qui a précédé, elle est, même si elle a déjà un actif dans le parti, au sein du CAC, du comité des affaires consulaires, il y a eu une défaite en 2012, et à ce moment-là, elle a quitté le parti, elle a quitté évidemment ses responsabilités, et elle s'est retirée en quelque sorte. Et quand il y a le mouvement des fraises sauvages d'une part, et ensuite le mouvement des tournesols à Taïwan, elle est vue comme un personnage relativement nouveau, relativement propre, pas corrompu, etc. Et ça a été sa première chance, c'est d'être apparu comme quelqu'un de frais, de nouveau et de compétent dans le paysage politique. Ça, c'est sa première chance. Et à sa réélection en 2019-2020, nouveau coup de chance, grâce à la Chine, on peut le dire. Il y a ce discours devenu presque célèbre de Xi Jinping en janvier 2019, quand il menace en quelque sorte à nouveau Taïwan, et qu'il va même plus loin en disant qu'ils sont prêts même à reprendre l'île, enfin à prendre l'île par la force. Ça, effectivement, c'est une sorte d'électrochoc à Taïwan, et la présidente a très bien su reprendre à son compte ces menaces-là pour les rejeter bien sûr et pour défendre l'identité de l'île. Et deuxième coup de chance la même année, en 2019, c'est quand il y a cette mobilisation à Hong Kong sur le projet de loi sur les extraditions qui jette dans la rue des centaines de milliers de Hongkongais. Là encore, c'est quelque chose qui est perçu à Taïwan comme une menace sur la démocratie pour eux-mêmes. Et donc, en quelque sorte, grâce à la Chine, Tsai Ing-wen va être réélu. Donc c'est aussi, il faut le souligner, c'est aussi un personnage politique qui a eu de la chance, qui a un bilan, qui a fait plein de choses, mais qui a eu de la chance. Je vais rebondir sur ça en disant, selon vous, là, en ayant étudié un peu sa posture présidentielle, quelles ont été ses plus belles réussites et peut-être ses pires échecs, en fait, ses plus grands échecs? Alors commençons par sa réussite principale. Je trouve qu'elle a elle a réussi à ce que Taïwan quitte le tête-à-tête fratricide presque, j'allais dire, en tout cas le tête-à-tête dangereux
que Taïwan avait avec la Chine continentale. Jusqu'à son arrivée, on avait vraiment une relation entre les deux rives du détroit de Formose qui était une relation très régionale, j'allais dire. Grosso modo, c'était les deux clans qui s'opposaient, qui n'avaient pas du tout la même vision sur l'avenir dans cette région-là. Et à partir de son arrivée, va faire de Taïwan une question internationale. Elle va dire effectivement que ce qui se passe autour de Taïwan et dans le détroit de Formose est un enjeu fondamental, stratégique et commercial pour l'ensemble de la planète. Et donc elle va faire de la question taïwanaise une question internationale, où effectivement vont intervenir bien toutes les puissances de la région, évidemment la Chine, mais également les Japonais, les Coréens, les Philippins et bien évidemment les Américains. Donc cette première, ce succès, c'est effectivement cette réussite, c'est d'avoir mis Taïwan sur la scène internationale et d'en avoir fait une question très importante. Et c'est aussi, elle a ouvert l'île. Je le raconte dans le livre, il y a des moments où les premières réunions du parti, les premières réunions même à la présidence, elle arrive et elle demande effectivement à ce que les réunions ne soient plus tenues en taïwanais, une langue qu'elle maîtrise très très mal, mais que ça se tienne en mandarin. Elle demande à des élus, à des parlementaires, à des conseillers de voyager à l'étranger, d'aller rencontrer d'autres parlementaires. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir non seulement le parti, mais également le pays, tous les cercles économiques à la scène internationale, de faire que Taïwan soit une puissance étrangère. Voilà, de faire que Taïwan soit une puissance, soit vue, soit perçue sur la scène internationale comme un pays qui s'ouvre, qui est de plus en plus connecté à l'étranger et non plus uniquement connecté avec la Chine. C'est vraiment une dimension qui est une des réussites de Tsai Ing-wen et peut-être la plus importante. Après, toujours sur le chapitre des réussites, il y a le fait d'avoir réussi à renforcer. Alors ce n'est pas uniquement de son fait, elle a hérité effectivement d'un secteur, d'un tissu économique qui était puissant, qui était fort notamment autour bien sûr des semi-conducteurs et des puces, mais c'est d'avoir renforcé ce savoir-faire taïwanais et d'avoir renforcé également, d'avoir défendu l'identité taïwanaise dans ce secteur industriel qui est un secteur stratégique et dans lequel Taïwan a une vraie expertise d'une part et une vraie domination sur le marché. Et puis d'ailleurs une sorte de protection aussi. Voilà. C'est une sorte de protection, on parle, l'expression c'est le fameux bouclier de silicium qui revient souvent, bon c'est un peu un cliché journalistique peut-être, mais en tout cas ça donne bien l'idée que c'est une carte maîtresse de Taïwan. Et elle a également réussi à découpler, en tout cas à dérisquer l'économie taïwanaise, de l'éloigner, de diversifier l'économie taïwanaise pour qu'elle ne soit pas trop dépendante de l'économie chinoise, même si effectivement la Chine reste le premier partenaire de l'île. Mais néanmoins, elle a su, là encore, ouvrir l'économie, et notamment avec la Southbound Policy, de la tournée vers l'Asie du Sud-Est notamment pour trouver de nouveaux marchés, de trouver de nouveaux débouchés. Donc ça, c'est aussi une réussite. Après, sur le chapitre moins positif, sur les politiques sociales notamment, c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes qui n'ont pas été réglés. C'est le problème des salaires qui sont restés quand même assez bas, et notamment pour les petits salaires. Problème de pouvoir d'achat qui est réel pour de nombreux Taïwanais de la classe moyenne notamment, mais pas que. Donc ça c'est un problème. Il y a un problème immobilier aussi. L'immobilier coûte très cher et je pense que l'administration du DPP ne s'est pas assez attelée à ce problème-là. Certainement trop focalisée sur les problèmes internationaux et des relations avec la Chine. Ça c'est l'une des grandes faiblesses. Et puis il y a un problème structurel, mais qui n'est pas né bien sûr avec l'administration de Tsai Ing-wen, mais auquel l'administration de Tsai Ing-wen n'a pas apporté de réponse suffisante. C'est bien évidemment tous les problèmes liés à la démographie. Vieillissement accru de la population, manque d'enfants, une natalité qui est effectivement très très basse, l'une des plus basses, voilà, avec la Corée du Sud notamment. Et ça, l'administration de Tsai Ing-wen n'a pas apporté les aides sociales, les politiques sociales pour accompagner, renforcer, en tout cas tenter de corriger ces graves problèmes démographiques, puisque la population taïwanaise vieillit et va bientôt diminuer. Là, on arrive bientôt aux élections présidentielles. Du coup, une dernière question, peut-être une avant-dernière question, disons. Pour finir, je finirai sur une note plus amusante. Il y a, là, ce sera forcément un homme qui va la remplacer. Voilà, il y a trois candidats principaux qui sont en lice. Qu'est-ce qu'elle pourrait laisser à son prédécesseur, à son successeur, pardon.
Alors c'est vrai qu'elle va quitter donc le pouvoir, les élections se tiennent le 13 janvier, la passation de pouvoir aura lieu vraisemblablement en mai. Et donc qu'est-ce qu'elle va transmettre ? Alors on sait déjà que le candidat du DPP, donc le parti de la présidente, a dit qu'il s'inscrivait dans ce qu'il allait reprendre les grandes lignes de la politique de Tsai Ing-wen. Donc on sait qu'il va reprendre ça. Je pense qu'il va tenter effectivement de toujours privilégier le statu quo, parce que c'est aussi ça l'une des réussites de Tsai Ing-wen, c'est d'avoir incarné ce statu quo, de l'avoir défendu, et qu'aujourd'hui en fait si dans les deux rives du détroit on devait pointer du doigt celui qui menace le plus le statu quo, c'est évidemment plus la Chine aujourd'hui que Taïwan. Donc elle a tenu à défendre ce statu quo. Je pense que les candidats qui vont suivre, que ce soit celui du KMT, que ce soit celui du DPP ou celui du TPP, n'ont pas d'autre choix que de défendre ce statu quo. Est-ce qu'ils vont y arriver ? C'est pas sûr. Est-ce que William Lai, qui est le challenger qui est le candidat du DPP, est-ce que William Lai va reprendre, va tenter une aventure indépendantiste, puisqu'on sait qu'il a fait des déclarations dans le passé en faveur de l'indépendance? Ce serait une décision qui serait très risquée, voire très, très menaçante. Et j'ai l'impression que la fin du double mandat des années de Tsai Ing-wen va refermer une parenthèse, parce que une fois encore, c'est un personnage atypique qui va quitter la présidence. C'est une femme, vous l'avez dit, il n'y a que des hommes qui sont candidats, des hommes avec des parcours relativement classiques. Est-ce que cette période Tsai Ing-wen n'est pas la fin d'une ère pour Taïwan et la probable ouverture sur une période d'incertitude qui est réelle, avec en plus derrière ce qui se profile? Il y a non seulement les élections bien sûr à Taïwan, mais après il y a l'élection aux États-Unis, l'élection présidentielle qui arrive une année après, avec le risque qu'il y ait une alternance également aux États-Unis et que le soutien américain soit moins fort, moins présent dans la région. Et c'est, je pense, aussi ce qui peut inquiéter les Taïwanais, qui les inquiète déjà d'ailleurs. Et donc une dernière question un peu plus amusante pour terminer. Alors, elle accepte très peu les interviews, mais peut-être que maintenant, si elle apprend qu'il y a un livre écrit sur elle en français, est-ce qu'elle acceptera selon vous une interview d'un journaliste de Libération? En tout cas, je vais retenter le coup. J'avais commencé en 2015-2016 à demander une interview que je n'ai toujours pas eue. J'espère qu'avec ce livre, et j'espère que ce livre sera traduit d'ailleurs, à Taïwan, même si je pense que les Taïwanais connaissent les grandes lignes de ce qui figure dans ce livre. Néanmoins, j'espère qu'elle acceptera une interview, même si, en tout cas, il y aura beaucoup moins de risques pour elle de parler à la presse française. En tout cas, plus qu'elle ne l'a fait pendant ces 8 ans en tout cas. Merci beaucoup Arnaud Vollerin, j'ai hâte de lire cette interview de Tsai Ing-wen dans Libération si elle a lieu. Merci beaucoup. Merci. Notre entretien avec Arnaud Vollerin sur son livre Taïwan, la présidente et la guerre s'arrête ici. C'était Clément Tricot, vous écoutiez RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour plus d'informations. Rendez-vous sur la page de l'émission.